les grands dont le XXe siècle a été prodigue, en tout cas ces 2 premiers tiers, quand a vécu le général de Gaulle et quand il a exercé le pouvoir. Alors je ne vais pas vous raconter la manière dont de Gaulle a fait sa politique étrangère, mais je pense qu'en cette année de commémoration diverses, s'il n'y avait qu'une chose, une seule chose à retenir, c'est justement cette politique étrangère et cette manière dont il a posé la France dans le monde, dont il a fait exister, influer sur le monde, et surtout à partir d'une époque où elle n'était plus rien. Car il ne faut pas oublier que lorsque de Gaulle émerge en 1940, la France est dans une situation presque pire que celle du traité de Troyes. Elle n'existe plus. Elle est divisée non pas en 2, mais en 5, on l'oublie trop souvent. Je ramène aux ouvrages essentiels de Jean-Paul Cointet, notamment l'un qui s'appelle « Hitler et la France », où il explique que les projets d'Hitler étaient de diviser la France en 5, et que les projets de Roosevelt, si la France avait été libérée sans que de Gaulle eût existé, c'était de la diviser en 3. Donc les choses n'allaient pas tellement mieux dans un cas comme dans l'autre, même si cette libération aurait été plus douce que l'occupation allemande. Donc, cette politique étrangère, elle commence à s'exercer au pire moment de l'histoire de France contemporaine. Et ceux qui ont dit Roosevelt au hasard que de Gaulle se prenait pour Jeanne d'Arc, eh bien finalement il voulait la baisser. Je pense qu'il n'avait pas absolument tort. Il ne se prenait pas pour Jeanne d'Arc. Il était une sorte de nouvelle Jeanne d'Arc, car la France n'était jamais tombée si bas. C'est dire si son art de la politique étrangère s'est exercé d'emblée dans les pires conditions qui soient. Et que sa conception des rapports de force, car de Gaulle, ne l'oublions pas, avant d'arriver au pouvoir, était à la fois un philosophe des rapports de force et un historien, un grand historien, est très inspiré de la doctrine de Carl Schmitt sur l'ami et l'ennemi. Parce que quand on est en guerre, on ne peut avoir que des amis et que des ennemis. Et donc, ça commence très fort, parce qu'il a un ami proche, mais qui ne lui veut pas que du bien, qui s'appelle Churchill, et un ennemi qui ne nous veut que du mal, qui s'appelle Adolf Hitler. Et donc, tout va se structurer, dès 1940, autour de cette dialectique ami-ennemi. Alors, Hitler, on ne va pas insister, il est, depuis qu'il a émergé en politique, décidé à en finir avec la France. Son rêve est une hégémonie, une double hégémonie convenue entre les anglo-saxons d'une part et l'Allemagne d'autre part, domination continentale de l'Allemagne jusqu'aux confins de l'Asie, et puis pour ce qui est des anglo-saxons, domination de ce qu'il appelle, entre guillemets, les peuples sous-développés. Cela fait donc litière de l'influence de la France. La France, il faut la détruire. Il l'a écrit, il l'a proclamé jusqu'en 1933. La classe politique française n'a pas voulu le croire. De Gaulle faisait partie des rares qui l'ont pris au mot, et donc il n'y avait pas de composition possible avec l'Allemagne à ce moment-là. Et pour autant, et c'est là où tout le génie de De Gaulle apparaît, c'est que dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment à l'extrême fin, dans un discours resté célèbre, pas assez célèbre d'ailleurs, parce qu'on devrait plus se citer, de la fin avril 1945, il s'étonne de, je cite de mémoire, ce qui pousse un grand peuple, coupable certes, et dont la justice souhaite qu'il soit châtié, mais dont la raison supérieure de l'Europe déplorerait qu'il fût détruit. Je le cite de mémoire, c'est peut-être pas tout à fait la phrase exacte, mais c'est ça. Et donc il appelle, avant même que la guerre soit finie, à une réconciliation franco-allemande. C'est dire que son opposition absolue à l'Allemagne hitlérienne ne va pas, n'aboutit pas à une condamnation de l'Allemagne en tant que telle et de la politique allemande, car il sait qu'il n'y aura d'indépendance continentale qu'avec l'Allemagne. L'ami, le premier, c'est Churchill. Car sans Churchill, pas de Gaulle, pas de France libre, et j'ose dire, sans doute, pas de victoire alliée. Et là, je fais une petite parenthèse que j'aime bien faire de temps en temps sur un personnage qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui a été président de la République française, paraît-il, qui souhaite revenir, qui souhaite remettre le couvert, d'après ce qu'on dit, et qui, en 2009, a tout de même commis cette injustice, cette injure historique absolue qui a été de commémorer le 65e anniversaire du débarquement sans inviter Élisabeth II. Bon, c'est-à-dire en réalité qu'au-delà d'Élisabeth II,
qui était la fille de George VI et qui a bien connu le Blitz, et notamment le deuxième Blitz, celui des V1 et des V2, parce qu'elle était ambulancière à l'époque, bien. Au-delà même de l'injure faite à Élisabeth, il y avait quand même un déni de l'influence déterminante qui a été celle de Churchill, car n'oublions jamais que Churchill était à deux doigts, que le cabinet de guerre était à deux doigts de signer la paix avec Hitler, que sans Churchill il l'aurait fait, et que si ça avait été le cas, l'Angleterre n'aurait pas pu servir de base de départ au débarquement, et d'ailleurs comme il y aurait eu une paix en Europe, il n'y aurait pas eu du tout de débarquement ni même de libération de la France. Bon, donc le rôle de Churchill quant à la victoire est essentiel, et c'est pour ça que De Gaulle, quel qu'ait pu être leurs différends, et ils ont été nombreux, très nombreux, notamment à la fin de la guerre, quand leur tête-à-tête est devenu un tête-à-trois avec Roosevelt qui s'est invité, même à ce moment-là, il lui a tout pardonné parce qu'il savait qu'il avait été déterminant dans la victoire alliée et, par conséquent, dans la libération de la France. Alors la paix revenue, cette dialectique ami-ennemi est évidemment moins marquée, mais elle est remplacée ou complétée par la recherche de partenaires. La recherche de partenaires, c'est extrêmement important, puisque la fin de la Seconde Guerre mondiale est marquée par l'émergence des super grands, des deux superpuissances, détentrices de l'arme atomique, toutes les deux, dès 49, enfin dès 45 pour l'Amérique, dès 49 pour l'Union soviétique, et donc il faut jouer entre les grands, et là le génie de De Gaulle va également s'appliquer de façon tout à fait unique, en ce sens qu'il va choisir l'Alliance Atlantique, mais avec une conception très particulière de la liberté de la France, qui est le fait que quand on fait partie d'une alliance, il faut être libre et indépendant. Et c'est là qu'il va s'opposer à tout ce qui n'est pas français, finalement, à l'époque, puisque même les Britanniques, qui avaient de l'indépendance une conception sourcilleuse, se lovent en quelque sorte dans l'alliance américaine. Et les rapports que De Gaulle va avoir avec les super grands d'une part et avec les Européens d'autre part vont être marqués par le saut de cette subtilité qui est à la fois d'être fidèle à ses alliances et d'être indépendant dans l'alliance, faute de quoi l'alliance et l'amitié, si tant est que l'amitié veut dire quelque chose d'État à État, n'ont plus de sens. Il y a là un homme qui résume tout, qui est extrêmement important et qui est le chancelier Adenauer. Quand De Gaulle revient au pouvoir, il y a deux choses qui lui importent. C'est de dire qu'il veut réaménager l'OTAN. Il prévient dès le 16 septembre 1958 Eisenhower, avec qui d'ailleurs il avait humainement de très bons rapports. Hein. Ça ne sera pas du tout le cas avec les suivants, notamment avec Johnson, mais avec Eisenhower, il y avait un très bon rapport. Eisenhower lui avait arrangé beaucoup de coups pendant la guerre, notamment face à l'hostilité de Roosevelt, et donc ils s'entendaient bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire bien s'entendre d'État à État? Et donc il lui dit, il faut réaménager l'OTAN, il faut un directoire à trois, entre les trois grandes puissances, parce que de toute façon la France sera, d'ici un an ou deux, ça sera en 60, une puissance nucléaire. Donc il faut réaménager l'OTAN, faute de quoi nous partirons du commandement intégré. Et puis le deuxième acte, c'est quelques jours plus tard, l'invitation de Konrad Adenauer à Colombey. Aujourd'hui, ça paraît, entre chefs d'État, tout ce qu'il y a de plus commun, d'inviter les uns chez les autres, et même de s'embrasser sur les deux joues. Quand De Gaulle fait une accolade à Adenauer, c'est tout à fait stupéfiant pour les mœurs de l'époque et pour la froideur, l'armure de glace qui était celle du général De Gaulle. Et donc, quand il invite à Colombey Adenauer, le but est très clair. C'est de jeter les bases d'une Europe européenne. Il aime beaucoup, à titre personnel, Adenauer, qui va devenir son ami, si tant est que, là encore, il faut toujours nuancer quand on parle d'amitié entre les hommes d'État, mais là, il y a vraiment un sentiment de grande proximité, car Adenauer est un homme qui a résisté à Hitler, qui a fini la guerre, qui a été libéré par les Britanniques dans une prison, faute de quoi il aurait sans doute été fusillé ou exécuté, pendu, on ne sait pas. Mais enfin, il ne lui serait pas arrivé grand-chose de très positif, parce qu'il était soupçonné d'avoir participé ou d'avoir été au courant de l'attentat contre Hitler. Et je vous rappelle qu'Adenauer n'a pas attendu 1944 pour résister, contrairement à d'autres militaires allemands auxquels on tresse des couronnes. Dès 1933,
il était maire de Cologne, il a refusé de recevoir Hitler. Il a été démis de ses fonctions. Il n'a pas attendu que l'Allemagne perde la guerre. Donc, un grand respect de De Gaulle pour Adenauer, qui a été un opposant d'Hitler d'emblée. Et puis surtout, il n'a pas été un vassal des Anglo-Saxons. Maire de Cologne, il a été démis par le chef des troupes d'occupation britannique de Cologne, de la Rhénanie, parce qu'il n'était pas assez docile. C'est tout à fait ce qui plaît à De Gaulle. Un bon allié, mais type indépendant. Et donc, ce qu'il propose à Adenauer est une alliance extrêmement poussée. Extrêmement poussée, qui va très loin, avec sans doute l'idée de lui proposer le parapluie nucléaire à terme, qui substitue à l'OTAN, qui substitue au bouclier américain. Ça n'est jamais dit, mais c'est vraisemblablement ce que De Gaulle a dans la tête. Et c'est si vrai que lorsque le traité de l'Élysée de 1963, de janvier 1963 est signé, les Américains vont s'en mêler et vont imposer un préambule qui précise que l'appartenance à l'OTAN se situe au-delà de toute autre alliance, et notamment de l'alliance avec la France. Et 6 mois après, Adenauer est chassé, est remplacé par le vice-chancelier Erhard, qui devient chancelier à son tour, et qui est un homme entièrement tenu par les Américains, car il a été extrêmement actif dans le régime nazi, et donc la CIA a des dossiers sur lui. Et donc, ce sera un allié très docile. Donc, cette belle histoire avec Adenauer, et en même temps, cette occasion de fonder une Europe européenne, échappe totalement à ce qu'aurait voulu faire De Gaulle à ce moment-là. Adenauer, homme très important. Maintenant, les Américains. Alors, on aurait tort de croire que malgré cette ingérence américaine directe dans les affaires de l'Europe, malgré les projets que j'ai évoqués tout à l'heure d'occupation de la France par Roosevelt, les rapports ont toujours été mauvais. Ils se sont améliorés constamment entre De Gaulle et Kennedy. Ils se sont dégradés fortement, c'est pas la peine de faire un dessin, tout le monde le sait, avec Johnson à cause de l'affaire du dollar et à cause de l'intervention américaine au Vietnam. Et il y a eu une période idyllique avec Nixon, qui est un homme que De Gaulle connaissait depuis longtemps et qu'il suivait. Il l'avait connu quand il était vice-président d'Eisenhower. Il suivait sa carrière depuis qu'il était sénateur dans les années 50. Et quand Nixon, qui est tout à fait... qui après son échec face à Kennedy en 1960, passe pour un loser absolu, quand il vient à Paris, il est reçu 2 fois par De Gaulle. Et de quoi parle-t-il ? Il parle de la reconnaissance de la Chine par la France en 1964, qui a été un véritable tumulte international, qui a été pris pour une trahison par Johnson, et Nixon est le seul à comprendre, lui, que c'est peut-être la voie à suivre. Non seulement pour diviser le monde communiste, mais pour montrer qu'on vit sur une fiction en reconnaissant Taïwan et pas les 700 millions de Chinois de l'époque qui seront bientôt 1 milliard. Et donc ils en parlent beaucoup, et les rapports entre De Gaulle et Nixon sont extrêmement étroits. Donc il ne faut pas simplifier. Il y a des rapports de force extrêmement tendus dès Kennedy. Autour de l'affaire de la force multilatérale que veut imposer Kennedy. Kennedy est tout à fait d'accord pour que la France ait la bombe atomique. Il est même prêt à donner la technologie thermonucléaire, sur laquelle on est un peu en retard. Mais il veut avoir la double clé, comme pour les Britanniques. Et donc De Gaulle dit non. Et donc les choses, malgré le fait que le voyage de Kennedy en 60 se passe très bien en France, mais vraiment très bien. Il n'y a pas que le charme de Jackie, comme on l'a dit. Il y a le fait que De Gaulle a une certaine admiration filiale pour Kennedy, parce qu'il trouve que ce type a quelque chose de nouveau, qui peut réveiller l'Amérique, et il n'a pas entièrement tort. Et Kennedy a une admiration pour le bonhomme, et lui dit d'ailleurs, et dit même... Alors on a dit que c'était un peu ironique, mais il a quand même dit à la télévision, le général de Gaulle est mon conseiller. Sans doute voulait-il un peu le flatter, mais ce n'était pas facile de flatter De Gaulle, et il n'était pas obligé de le faire. Mais malgré ça, la confrontation est quand même très violente. Et puis, il y a l'affaire de Berlin et celle des missiles. Et là, Kennedy se rend compte que finalement De Gaulle est son meilleur allié, et qu'il n'a aucune envie de laisser
comme il le dit lui-même, il ne laissera jamais les Américains confrontés à une menace soviétique à quelques milliers de kilomètres de leur sol. Et donc, il est à leur côté. Et là, Kennedy est tout près de lâcher son veto, d'abandonner son veto sur la bombe nucléaire française, sur la dissuasion nucléaire française indépendante. Et là-dessus, il est assassiné. Alors le hasard fait bien les choses ou mal les choses, mais les rapports s'amélioraient considérablement avant l'assassinat de Kennedy. Puis il se dégrade, comme je l'ai dit, avec Johnson. Notamment, il n'y a pas que l'affaire du Vietnam. L'affaire du Vietnam, c'est le déclencheur que tout le monde connaît, c'est le discours de Phnom Penh, c'est la sortie de l'OTAN, enfin du commandement intégré de l'OTAN, puisqu'on n'a pas réaménagé l'OTAN comme De Gaulle l'avait souhaité, mais c'est aussi, et moi je crois surtout, l'affaire du dollar, puisque De Gaulle commence, dès qu'il en a les moyens, c'est-à-dire dès que l'argent rentre dans les caisses et que le budget de l'État français se renfloue, en gros après la fin de l'affaire algérienne, il commence à rembourser les dettes et à échanger ces dollars contre de l'or. Et il met, non pas en péril, mais en grande difficulté le trésor américain. Et cette opération, qui est une opération de prestige, est aussi une opération géopolitique de très grande ampleur, parce que la convertibilité du dollar et le fait qu'ils soient maîtres de leur monnaie et donc de leur inflation fait qu'ils finançaient leur guerre ainsi. Et De Gaulle sait très bien qu'en récupérant son or, il met en difficulté la capacité des États-Unis de financer leurs opérations extérieures. Et ça, c'est de la très haute et de la très grande politique, et ça n'échappe pas aux sphères d'influence importantes aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment le grand divorce. Et puis Nixon qui arrive en 68, qui est élu, qui est reçu à Paris en 69. Donc ça, c'est évidemment une très grande... un très grand espoir de réconciliation, mais Nixon était lui-même extrêmement marginal au sein de ce qu'on appelle l'État profond américain. Et d'ailleurs, très peu de temps après, 2 ans après la mort de Gaulle, commencera le Watergate et la déstabilisation de Nixon pour une sombre affaire de micro. Donc c'est dire que Nixon était aussi peu aimé d'un certain établissement que pouvait l'être De Gaulle par une certaine droite et une certaine gauche. Alors ça, c'est les hommes et c'est les rapports de force. Et vous voyez bien que c'est très intriqué et que même s'il y a des préférences, des dilections, des courants qui passent et des courants qui ne passent pas, De Gaulle reste toujours attaché au peuple et au dialogue entre les peuples et entre les États qui eux-mêmes incarnent les peuples. Rien n'est plus frappant que le rapport qu'il a avec les communistes. Quand il irrite infiniment les Américains en allant en Union soviétique en 1966, il n'irrite pas moins les gens du pacte de Varsovie en ne parlant que de la Russie, jamais de l'URSS, en exigeant d'aller à la messe à Moscou. Bon, on va faire ouvrir une cathédrale pour lui, comme il l'avait fait déjà en 1944 quand il va voir Staline. Donc toujours l'identité des peuples. Et on ne s'intéresse aux États et aux dirigeants que parce qu'ils représentent les peuples. Alors il y a une exception à ça, c'est Tito. Je crois que c'est la seule fois où De Gaulle a fait passer ses préférences personnelles, vaguement passer ses préférences personnelles avant ce qui aurait pu être l'intérêt de la France. Tito avait une politique non alignée vis-à-vis de l'Union soviétique, il s'est détaché très vite de l'orbite soviétique, et ça aurait pu être tout à fait jointif avec la politique et celle de la France, par exemple avec les Américains et les pays du tiers-monde. Tito et De Gaulle se disputant un peu la paternité des non-alignés. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi De Gaulle n'est jamais allé à Belgrade et pourquoi Tito n'est jamais venu à Paris? Parce que De Gaulle ne pardonnait pas à Tito le sort qu'il avait fait subir au général Mihailović, qui était, je vous renvoie à la très bonne biographie de Mihailović par Jean-Christophe Buisson, qui est paru il y a quelques années. Pour lui, c'était le De Gaulle serbe. C'était un monarchiste, il pensait que s'il avait pris le pouvoir, il aurait évité le communisme en Yougoslavie. Or, il a été lâché par les Alliés, et spécialement par les Britanniques, qui avaient été intoxiqués par les espions du KGB,
de l'époque, la fameuse banque des 4 d'Oxford, ou des 5, je crois, des 5, dirigée par Philby, Maclean et quelques autres, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelait le groupe du Caire, et qui expliquait à Churchill qu'il fallait vraiment soutenir Tito, que Mihailovic était un salaud, peut-être même un collaborateur des Allemands. Ça révulsait De Gaulle, qui pour une fois était d'accord avec les Américains, qui eux avaient envoyé des gens de l'OSS sur place et qui avaient constaté que si quelqu'un faisait vraiment du mal aux Allemands en Yougoslavie, c'était les maquis de Mihailovic et pas ceux de Tito. Et donc ça, De Gaulle n'a jamais pardonné à Tito sa prise du pouvoir. À Churchill, il lui pardonnait tout pour la raison que j'ai dite, mais c'est toujours resté un contentieux entre eux. Et de sorte que De Gaulle n'est jamais allé à Belgrade. Alors il aurait pu y aller, comme il aurait pu aller à Pékin en 1971, car une visite avait été prévue. Voilà. Alors on a parlé de Tito, et puis il y a un autre personnage qui irrite beaucoup, même aujourd'hui, nos contemporains, c'est Franco, que De Gaulle va voir après avoir quitté le pouvoir en 1970. Il fait 2 voyages après avoir quitté le pouvoir. Il s'enfuit de France, il ne veut pas être là au moment de l'élection présidentielle, et il va en Irlande, sur la terre de ses ancêtres. Et puis pendant l'été, enfin exactement en juin 70, l'année suivante, il va en Espagne voir Franco. Alors pourquoi va-t-il voir Franco? Il y a un livre assez lamentable qui s'appelle « Déjeuner de Madrid », qui est paru il y a peu de temps. Je ne veux pas du tout faire de la publicité parce que c'est tellement mauvais que vraiment c'est inutile, mais qui montre bien ce à quoi peut conduire l'incompréhension et le fait de vouloir juger le passé avec les yeux du présent. Pourquoi De Gaulle va-t-il voir Franco? Il va le voir pour 2 raisons. C'est 2 choses, Franco. C'est l'homme qui, c'est 3 choses. L'homme qui a résisté à Hitler et qui ne lui a pas donné le droit de passer par l'Espagne pour investir Gibraltar et donc empêcher le trafic des convois anglais dans la Méditerranée. Parce que là, la guerre également aurait été différente. C'est l'homme qui a permis, même si j'étais parfois interné dans des camps de transit pas très agréables, c'était certainement pas le Club Med, mais qui a permis à beaucoup de résistants français de gagner Londres. Ça, il ne l'oublie pas. Et puis c'est une 3e chose, dont personne ne parle jamais. C'est un homme qui avait, dans le tiers-monde, et en Amérique latine en particulier, au nom de l'hispanité, une politique très jointive avec celle de De Gaulle. On en parle rarement, moi j'en parle dans mon livre, parce que c'est très peu connu. Il y a eu une visite à Madrid, plusieurs visites, dont une de Che Guevara, ministre des Affaires de l'économie de Fidel Castro, dans les années 60. Personne ne le sait, parfaitement bien accueilli. On l'invite à des corridas, etc. Bon. Et De Gaulle aimait bien cette façon que Franco avait de lutter contre l'hégémonie américaine dans la sphère hispanique, en jouant sur les communistes, un peu comme lui faisait, enrager les Américains en allant en Union soviétique. Ce qui ne l'empêchait pas d'être aux côtés des Américains quand les Soviétiques voulaient mettre des rampes de lancement de missiles à Cuba. Et donc cette politique tiers-mondiste de Franco, dont on ne parle jamais, a suscité chez De Gaulle une politique dont on parle également encore moins, qui est qu'il a ouvert les vannes de l'intégration de l'Espagne dans le marché commun, en disant bien que ça ne pourrait se faire que dans un contexte de démocratisation, bien évidemment. Mais c'est lui qui a ouvert les vannes, il a envoyé Couve de Murville à Madrid, et il y a eu des pourparlers qui sont allés assez loin, une politique commerciale assez active entre la France et l'Espagne, et donc, là encore, subtilité de Gaulle, qui sort de l'OTAN au moment où Franco, lui, installe des bases américaines, mais qui n'oublie pas que c'est l'homme qui, en Amérique du Sud, a un rôle extrêmement... il n'aurait pas employé ce mot de progressiste, c'est moi qui l'emploie, vis-à-vis de l'hégémonie américaine. Alors voilà encore un autre exemple de la manière dont De Gaulle faisait de la politique étrangère, et c'est quelques noms, et il y en a quelques autres, dont je traite dans mon livre.